1815. Battu à Waterloo, Napoléon quitte la France. C'est la fin de son empire. 1889, Paris inaugure le premier gratte-ciel de l'histoire, la Tour Eiffel. 74 ans à peine séparent ces deux événements. 74 ans au cours desquels la France va passer d'un vieux pays agricole figé dans ses traditions à l'un des pays industriels les plus modernes du monde. Hé Joseph, t'as des échos sur le cours du cuivre? Oh, 50. C'est véritablement une autre France qui naît au fil de ce 19e siècle. Cette révolution industrielle qui va faire de la France le pays qu'elle est aujourd'hui, le journaliste Mac Lesguy et l'historienne Marjolaine Boutet vont vous la faire vivre comme si vous y étiez. Quel confort! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Grâce à eux et avec des historiens spécialistes de cette époque, vous allez découvrir l'incroyable aventure du chemin de fer. Des locomotives qui roulent à 20-25 km/h, c'est tout à fait révolutionnaire. Vous saurez tout sur l'Eldorado de l'époque, le charbon. Le charbon, c'est le nerf de la guerre. Et sur l'apparition d'une nouvelle classe sociale qui va révolutionner la société, les ouvriers. Cublage aurait bien besoin d'être fait. L'os même de partout. Les conditions de travail sont exécrables. Comment les Français vont-ils se convertir à l'hygiène ou à cette curieuse invention qu'on appelle la photographie? Souriez. En quelques décennies, vraiment, les inventions vont se succéder et avec surtout un succès qui est immédiat. Vous découvrirez l'histoire de Jules Ferry, Napoléon III et Louis-Philippe. Des hommes politiques parfois méconnus, mais qui ont pourtant joué un rôle capital dans la transformation de la France. Louis-Philippe est un personnage qui a le nez creux et qui sait attirer les capitaux. Vous plongerez aussi dans une époque troublée, durant laquelle la France connaît 3 nouvelles révolutions avant le triomphe définitif de la République. Le 19e siècle est un siècle de bouleversement. Comment, en quelques années, le tourisme, les stations balnéaires et les bains de mer apparaissent-ils? C'est vraiment le sport extrême de l'époque. Comment Paris est-elle entièrement reconstruite pour rattraper Londres, qui est à l'époque la ville la plus moderne d'Europe? Gastronomie, loisirs et mode. Comment la vie des Français va-t-elle être bouleversée dans tous les domaines? La page 7, je n'aime pas vite. Comment Victor Hugo, Émile Zola et Louis Pasteur décrivent-ils leur époque et font-ils avancer la science? J'ai l'honneur de vous demander la création d'un institut de la rage. Avec Mac et Marjolaine, vous allez découvrir le quotidien des Français au 19e siècle. Vous allez assister à la naissance de la France moderne, la France d'aujourd'hui. En 1815, la défaite de Waterloo met fin aux guerres napoléoniennes. Après 10 ans de règne à la tête de la France, Napoléon Ier est exilé à Sainte-Hélène. Tous les territoires qu'il avait conquis, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le tiers de l'Italie, sont perdus. La France retrouve ses frontières d'avant la Révolution et ses 30 millions d'habitants. Pendant une vingtaine d'années, depuis la Révolution avec l'Empire, en France, on a consacré l'essentiel de notre énergie à l'armement, à la guerre. La France, en 1815, est un pays très affaibli. L'agriculture n'est pas brillante et l'industrie est quasiment inexistante. À Paris, les royalistes reprennent le pouvoir. Il y a des frères de Louis XVI qui piaffent d'impatience et ils vont rétablir la monarchie. Le premier, Louis XVIII, règne 9 ans. À sa mort, c'est son frère, Charles X, qui arrive au pouvoir en 1824. Sous le règne de ces rois conservateurs, la France reste un pays rural. Les paysans représentent 80% de la population. Et le meilleur exemple de l'état archaïque de notre pays, ce sont les transports qui n'ont guère évolué depuis des siècles. On se déplace peu, on naît, on vit et on meurt généralement au même endroit. Mais quand on doit entreprendre un grand voyage, il faut traverser le pays par exemple, à ce moment-là, on prend la diligence. La diligence, c'est l'ancêtre de nos transports en commun.
Mac Lesguy, qui a revêtu le costume d'un bourgeois dans sa demeure de Normandie, va l'expérimenter. Et c'est en voiture à cheval que l'historienne Marjolaine Boutet vient à sa rencontre. Marjolaine, il faut absolument qu'on aille à Paris. Écoutez, montez en voiture, on y sera dans 2 jours. Comment ça, de la Normandie jusqu'à Paris? 2 jours? Mais c'est très très long. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer très vite. Le 19e siècle est un siècle de transformation incroyable. C'est la naissance de la France moderne. Venez, je vous emmène. Au début du 19e siècle, la vitesse de ces transports à cheval ne dépasse pas les 15 km/h. Marjolaine, pourquoi est-ce qu'à l'époque, les voyages sont aussi lents? Eh bien, parce que vous le voyez, on est tracté par des chevaux qui se fatiguent vite. Il faut les changer environ tous les 15 à 20 km. Ça veut dire que tous les 15 à 20 km, il y a l'ancêtre des stations essence, des relais où on pose des chevaux, on en prend d'autres? Ça s'appelle des relais de poste, effectivement, et ça sillonne toutes les grandes routes de France. On n'a pas, comme aujourd'hui, des routes bitumées ou des routes pavées. On circule sur des routes qui sont la plupart du temps en terre battue. Ça veut dire que l'hiver, les routes sont détrempées, les roues s'embourbent, les chevaux ont du mal à avancer, et donc les trajets en sont d'autant plus ralentis. On est embourbés. Il va falloir descendre, messieurs et dames. Il y a beaucoup de poussière. On prévoit d'ailleurs des tenues de voyage particulières et notamment des cache-poussières qu'on met par-dessus ses vêtements parce qu'on sait que ça va être long et que quand on arrivera, on sera sale et fatigué. Ces transports en commun de l'époque ont beau être inconfortables et risqués, ils ne sont réservés qu'aux plus riches. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans mon modeste hôtel. Effectuer un Paris-Lyon coûte l'équivalent de 800 €, un prix inabordable pour la majorité des Français. J'imagine que les gens ne voyagent pas beaucoup. De ce point de vue-là, la France n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Louis XIV et même avant. La France reste un pays essentiellement agricole, enclavé, où les Français connaissent peu de choses en dehors de leur village et de ses environs. Et c'est ça qui va changer dans le courant du 19e siècle. Ça va être une vraie révolution. Les premiers bouleversements commencent lorsque le roi Charles X doit quitter précipitamment le trône après seulement 6 ans de règne. Charles X tape sur la table en disant « C'est le retour à la monarchie, je suis le roi de droit divin ». Alors très rapidement, les Français vont réagir très très mal. En 1830, il veut même gouverner sans le Parlement. Et là, ça va susciter une véritable révolution. Ça y est, ils sont là. Nous sommes prêts. Ils sont là, on y va. Les 27, 28, 29 juillet 1830, Paris se soulève. Ce sont les Trois Glorieuses qui vont contraindre le roi à l'exil. Cette révolte parisienne ravive les idéaux de la Révolution de 1789. Serait-ce le retour de la République? Après 3 jours d'émeute, c'est finalement une monarchie parlementaire qui s'installe pour 18 ans. Mais le nouveau souverain n'a rien à voir avec les précédents. Louis-Philippe est le cousin du roi déchu, mais ses idées politiques sont radicalement différentes. Au début du siècle, il a vécu en Angleterre, alors en plein essor industriel. Il s'aperçoit que Londres est beaucoup plus pointu que ne l'est Paris au niveau économique. Tout se joue à Londres, la métallurgie c'est Londres, le textile c'est Londres. Londres a des longueurs d'avance dans tous les domaines. Louis-Philippe va moderniser notre pays pour lui faire rattraper son retard sur ses grands voisins, l'Angleterre, mais aussi la Prusse. C'est sous son règne que s'amorce ce qu'on va appeler la révolution industrielle. À peine monté sur le trône, il donne l'impulsion pour que le pays s'équipe d'un moyen de transport totalement nouveau, le chemin de fer. Cette technologie importée d'Angleterre va bouleverser la vie de notre pays. La première ligne de voyageurs est mise en service le 24 août 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Elle ne fait que 20 km, mais tout le monde veut l'essayer. Elle rencontre un succès immédiat. C'est l'incarnation de la modernité, du progrès. 18 000 curieux empruntent la ligne le jour de son inauguration. Le succès est en marche. Car avec son tracé rectiligne, sa puissance mécanique et sa vitesse constante, le train s'impose immédiatement comme le moyen de transport de l'avenir.
Et est-ce que la France va se couvrir rapidement le chemin de fer ou est-ce que c'est un processus qui est très lent? Ah non, c'est un processus extrêmement rapide. Les Français vont tomber amoureux du chemin de fer dès son lancement. Et grâce à des initiatives privées, toutes les grandes villes, au milieu du 19e siècle, sont ralliées à Paris. En 30 ans, 17 000 km de voies ferrées sont construites. Un gigantesque maillage en étoile va relier toutes les sous-préfectures de province à la capitale. La France se couvre de ponts, de tunnels et de gares. C'est un chantier absolument colossal. On passe de paysages ruraux et agricoles à de nouveaux paysages industriels. En l'espace de 50 ans, le chemin de fer s'intègre au paysage à tel point qu'on a du mal à imaginer ensuite comment on faisait sans. À Saint-Valery, dans la baie de Somme, une ligne continue de fonctionner avec le matériel de l'époque. Sous la direction de Julien Rebillard, chef de train, Mac a endossé le bleu de travail des conducteurs de machines à vapeur. Il charge en charbon la chaudière de la locomotive. C'est ce métier qui est d'ailleurs à l'origine du mot chauffeur. Ah Julien, c'est physique de conduire une locomotive. Entre l'eau qu'il faut alimenter et puis le charbon à mettre dans le foyer, c'est compliqué. C'est quoi le principe de cette machine? Le principe, c'est d'alimenter en eau et en charbon la chaudière. On fait chauffer tout ça. À combien de degrés? 1200 degrés à l'intérieur. 1200 degrés. Oui. C'est la pression qui va actionner les pistons et permettre à la machine d'avancer. Tout à fait. Quelle vitesse peut atteindre cette locomotive? Aujourd'hui, nous roulons aux alentours de 20-25 km/h. C'est une vitesse que ces locomotives utilisaient régulièrement, en fait. Ça va vite, entre guillemets. Alors, évidemment, pour nous qui sommes habitués au TGV, ça paraît dérisoire. Mais voilà, des locomotives qui roulent à 20-25 km/h, c'est tout à fait révolutionnaire. Les temps de voyage sont divisés par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5. Et ensuite, il ne faut plus que une dizaine d'heures pour relier Paris et Lyon, alors qu'il fallait quasiment 3 jours en diligence. Allez, en voiture! La construction du chemin de fer sur tout le territoire bouleverse la vie du pays et certaines conséquences sont pour le moins inattendues. Allez messieurs, dames, en voiture s'il vous plaît! En voiture! Mais dis donc, Marjolaine, l'heure, ça a l'air important. Ils sont à cheval sur les horaires. Hein. Ah mais absolument, c'est grâce au train qu'on va mettre toute la France à la même heure. La France, avant le développement ferroviaire, avait plusieurs heures, c'est-à-dire que l'heure était fixée sur le cadran solaire, et donc il n'était pas à la même heure au même moment à Strasbourg et à Brest. Il y avait environ une demi-heure de décalage, et c'est la nécessité d'établir des grilles horaires pour les trains qui a conduit progressivement à un alignement des heures locales sur l'heure de Paris. Les Français se mettent à voyager. En 3e classe, on peut désormais effectuer un Paris-Lyon pour l'équivalent d'une 60aine d'euros d'aujourd'hui. Les bourgeois et les classes dirigeantes voyagent dans d'autres conditions. Un wagon privilégié est réservé aux passagers les plus fortunés qui se déplacent pour le plaisir ou pour affaires. Oh là là, mesdames, Marjolaine, mais quel luxe! De la moquette par terre, du cuir, du velours. C'est un luxe incroyable, c'est donc la première. Exactement, c'est l'équivalent des premières classes dans les avions. Aujourd'hui, c'est vraiment les plus beaux matériaux. On est quasiment dans un petit salon roulant finalement. Ce wagon est semblable à celui qu'emprunte le roi Louis-Philippe, premier chef d'État de notre histoire, à monter dans un train. Mais pour s'offrir un tel luxe, il faut débourser jusqu'à 10 fois le prix de la 3e classe. Quel confort! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Ah, même les fenêtres sont plus grandes. On a une vue magnifique sur la campagne. Les fenêtres sont plus grandes. Vous voyez que le son est moins fort. On tangue moins parce que les suspensions sont meilleures. Vous voyagez dans des conditions royales. Royales. Le chemin de fer va changer non seulement le paysage, mais la façon de fonctionner de l'économie. La France, qui avait pris du retard, rejoint les grandes nations industrielles européennes, évidemment l'Angleterre, la Prusse, l'Europe du Nord. Car le chemin de fer a un impact direct sur l'activité industrielle. Les trains sont de gros consommateurs de charbon et le développement des mines connaît alors un essor fantastique.